Bienvenue fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition en langue française, une édition qui sera essentiellement focalisée sur la conférence sur le rôle de la femme ou des femmes qui se tient à Kigali pour 4 jours. Conférence qui a commencé depuis hier lundi où à laquelle participait en tout cas le chef de l'État Paul Kagame ainsi que son homologue sénégalais, le président Macky Sall. À la conférence également prenait part la présidente de la Hongrie et d'autres personnalités distinguées. À cette conférence également prennent part à les jeunes, notamment les jeunes filles venues de 170 pays dans le monde. Et on va rappeler que plus de 200 000 personnes suivent cette conférence en ligne. Voilà pourquoi, justement, à ce propos, dans ces studios, je vais accueillir Madame Isadora Bigourdin, elle est secrétaire générale de Digital Africa. Bienvenue dans nos studios. Merci, Miriwe Edi, je suis contente d'être là. Tout à l'heure, je disais que c'est une conférence importante pour la femme, Women Deliver 2023. Il faut dire que c'est 6000 participants, 170 pays, je le disais tout à l'heure. Est-ce que la conférence mérite-t-elle l'attention qu'elle a aujourd'hui? Bien sûr, en réalité, ce qui est très intéressant dans cette conférence, déjà le fait qu'elle ait lieu ici, au Rwanda, qui est quand même un champion mondial de la parité et qui offre aux femmes de manière vraiment exemplaire un accès à tous les métiers et à toutes les fonctions dont la femme a envie. Et ce qui est très intéressant, c'est de mettre un coup de projecteur en fait sur la nécessité de travailler ensemble à permettre aux femmes et plus généralement à tous d'avoir accès aux métiers qu'on souhaite, aux compétences qu'on souhaite. Et donc, je trouve que cette conférence permet de mettre un coup de projecteur sur tous ceux qui agissent sur le terrain pour l'égalité des droits et pour l'accès à tous aux services essentiels et aux opportunités. Voilà, d'un côté, nous avons la médiatisation et déjà la plateforme que cette conférence représente, mais on se dit, est-ce que la médiatisation est-elle vraiment à la hauteur de l'événement? Est-ce que l'attention que ceci attire, est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent dans la vie de tous les jours? Alors, ce qui est sûr, c'est que la question de l'accès aux femmes aux différentes opportunités est partout dans le monde un vrai sujet, et on voit bien ce qui s'est passé dans des pays comme l'Iran ou en Amérique latine ou dans beaucoup de pays du monde où les femmes disent nous avons des talents, nous sommes des talents et nous réclamons l'accès aux mêmes opportunités. Donc je pense que la médiatisation, elle est, quand vous disiez qu'il y a 200 000 personnes qui suivent dans le monde sur la plateforme, c'est énorme. Et en réalité, ce sont des personnes qui vont avoir, ça permet d'ouvrir un espace de parole en réalité. Parce que ce qu'on a vu à la conférence, c'est qu'il y a certains sujets qui sont abordés, qui sont des sujets dont on ne parle pas beaucoup. Et donc finalement, ça permet de mettre la lumière et de libérer la parole et sans doute de permettre des prises de conscience qui sont importantes. Voilà, je pense qu'on va quitter un tout petit peu le studio pour nous rendre sur terrain, voir comment est-ce que les choses se déroulent sur place. C'est dans cet élément qui nous a été préparé par notre confrère Kassim Youssouf. Et puis on va revenir tout à l'heure pour d'autres détails. Cette conférence se tient à Kigali sous le thème Espace, solidarité et solutions, et son ouverture officielle a été rehaussée par la présence de différentes personnalités, dont des chefs d'État. La présidente du conseil d'administration de Women Deliver, Phumzile Mlambo Nchuka, a félicité ceux qui ont joué un rôle et ceux qui continuent de déployer des efforts dans la promotion de l'égalité et des droits des femmes. Elle a souligné l'importance de la solidarité pour tout le monde en tant que citoyen de la planète. Ubuntu. I am because you are. Ubuntu, j'existe parce que tu existes aussi. La solidarité. Depuis notre dernière rencontre en 2019, nous avons fait face à divers problèmes
Qui aurait cru que nous aurons une autre occasion de s'asseoir ensemble comme nous sommes rassemblés dans cette conférence? C'était difficile d'accepter que cela arrivera, mais nous sommes là, nous ne nous sommes pas désespérés. Pendant ces jours, nous devons mettre tout en œuvre pour proposer des idées qui vont nous aider à doubler ou tripler nos activités, être solidaires afin de faire face aux problèmes de changement climatique et la violence faite aux femmes. Dans son allocution, le président de la République, Paul Kagame, a félicité que cette conférence qui se déroule pour la première fois sur le continent africain, c'est le Rwanda qui a eu le privilège de l'accueillir et a également félicité ceux qui continuent à apporter leur contribution dans la promotion des droits des femmes. Le président Kagame a fait observer que même si beaucoup a été fait dans le cadre de la réduction de l'inégalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les opportunités disponibles et les activités réalisées, il y a des obstacles qui entravent l'égalité dont on devrait se préoccuper. We must challenge ourselves to do things differently and with a sense of urgency. Nous devrions nous lancer un défi pour faire les choses différemment et dans le sens de l'urgence. L'engagement qui ne s'exprime pas en action ne nous permettrait pas de réaliser ce pourquoi nous nous sommes engagés, c'est-à-dire édifier un avenir meilleur et développer pour les générations qui viendront après nous. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent d'être réalisées pour éradiquer les mentalités erronées et biaisées en ce qui concerne l'égalité. On trouve que cela est bien enraciné dans différentes institutions, tant en ce qui concerne les relations qu'en politique ou l'économie. Nous avons tous le devoir de jouer un rôle concret dans la transformation de cette mentalité négative. Nous avons mis en place au Rwanda tout ce qu'il faut pour que les femmes soient représentées dans les instances administratives, en politique et dans toutes les catégories. Notre priorité, c'est la promotion de l'égalité dans tous les secteurs, tant en ce qui concerne la technologie que les finances, et continuer à faire face aux défis relatifs aux normes traditionnelles en matière de l'égalité. And to continue challenging traditional gender norms. Le chef de l'État a en outre indiqué que parmi les réalisations du Rwanda, il y a le fait de s'intéresser à l'égalité lors de l'élaboration du budget et éduquer les membres de la famille, d'être solidaires dans l'encadrement des enfants et de prévenir les violences domestiques. Le président du Sénégal, Macky Sall, était également présent et a avoué que le président Paul Kagame est champion en matière de l'égalité du genre, à la fois sur le continent africain et au-delà, soulignant que l'humanité ne peut pas se développer si la moitié de sa population est ignorée. We understand that women are equal to Les hommes men. et les femmes sont égaux, c'est l'égalité. Sans les hommes, les femmes ne peuvent pas progresser. Sans les femmes, les hommes n'iront pas loin, ce qui signifie que les deux doivent progresser et être solidaires. Cependant, il y a là où les femmes sont laissées pour compte, par exemple en Afrique principalement en raison de l'histoire, de la culture ou de la perception de certains pays. Nous devons fournir des efforts pour que les femmes d'Afrique et celles du monde en général puissent jouir de leurs droits. Efforts so that the African woman. Pour sa part, la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a rappelé aux personnes présentes les effets horribles de la guerre et des conflits sur les familles, en particulier les femmes. Conflict situation, male are the one who suffer most in terms of death. En temps de conflit, les hommes sont exposés à divers risques, dont la mort, et les femmes sont confrontées à différents effets. Dans de nombreux camps, on trouve beaucoup de femmes et d'enfants. On y trouve également ceux qui sont victimes de violences sexuelles, qui sont nombreuses. Les enfants abandonnent l'école et tout cela constitue un lourd fardeau pour les femmes. Ceci n'est pas la particularité de mon pays.
Cela se retrouve dans le monde en général. Nous devons donc trouver une solution si nous parlons d'égalité et procéder au renforcement des capacités des femmes. Talk about gender equality and women empowerment. La présidente de la Hongrie, Katalin Novák, a quant à elle indiqué qu'actuellement, dans son pays, les habitants sont encouragés à avoir plus d'enfants, car peu d'entre eux ne sont pas disposés à se marier ni d'avoir des enfants. Hungary has lost 10% of its population in the last decades because of low fertility. La Hongrie a perdu 10% de sa population ces dernières années. J'ai passé 8 ans en charge des affaires familiales au gouvernement où on s'est efforcé d'inciter les femmes à devenir parents, à avoir des enfants. Par exemple, en Hongrie, si vous avez 4 enfants et plus, vous êtes exempté d'impôts de toute votre vie. Vous êtes donc encouragé à travailler. Si les grands-parents de ces enfants travaillent, ils sont autorisés à passer 3 ans à la maison pour s'occuper de leurs petits-enfants. Cela a fait que la fertilité de la femme a augmenté à hauteur de 25%. La représentante de l'ONU à l'événement a félicité le Rwanda d'être parmi les 10 premiers pays au monde en matière de promotion de l'égalité du genre, et différents participants ont appelé à davantage de financement et de politiques pour promouvoir l'égalité du genre dans le monde. C'est pour la 6e fois que la conférence Women Deliver est organisée et rassemble plus de 6000 participants en provenance de 170 pays du monde, et plus de 200 000 personnes suivent virtuellement les débats. Jusqu'à l'heure actuelle, seuls 155 pays au monde disposent des lois punissant la violence faite aux femmes. Violence faite aux femmes. Tout à l'heure, dans cette interview, vous me disiez en off que vous rangiez à la position du président Kagame. Qu'est-ce qui est aussi pertinent dans ces propos ? Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en réalité, ce qu'il disait, c'est qu'il faut pouvoir... c'est la moitié c'est la moitié de la force, la moitié des énergies, la moitié de la créativité, en fait, les femmes dans l'humanité. Et donc, avec les défis qui attendent le monde, on peut se passer de personne et d'aucune intelligence, en réalité. Et je trouve que quand il dit on doit changer les mentalités, c'est vraiment vrai. Et c'est vrai chez les hommes, mais aussi chez les femmes, en réalité. C'est-à-dire travailler sur des nouveaux récits et permettre à la femme de pouvoir assumer son leadership parce qu'en Afrique, les femmes sont très puissantes en réalité, et c'est juste de leur permettre d'exercer ce leadership, de l'assumer en fait, de pouvoir socialement assumer ces changements de mentalité et prendre la place qui est la mienne dans l'espace public, dans l'entrepreneuriat, dans le monde de la technologie. Et donc ce que j'ai trouvé, là où j'ai vraiment, ça a fait écho avec ce qu'on vit nous sur le terrain, c'est le changement de mentalité et le fait d'agir vraiment sur des rôles modèles et donner la visibilité à des femmes qui agissent, qui inventent et qui créent. Ouais, les femmes, c'est aussi les femmes qu'on retrouve dans plusieurs secteurs de la vie au quotidien. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans les tech, notamment avec Digital Africa. C'est depuis 2018 que l'initiative existe. Est-ce que si on doit être beaucoup plus précis, c'est quoi les activités au quotidien, notamment en Afrique où le Rwanda se trouve aujourd'hui ? Alors, Digital Africa, on est une organisation qui accompagne, finance et donne de la visibilité et accès à un réseau international à des startups technologiques au tout début de leur vie. Donc là où c'est très risqué, vous avez une idée, un produit technologique, vous voulez en faire une entreprise, on est là pour vous accompagner. On est présent dans 31 pays, on a accompagné 2600 entrepreneurs et on est très engagé. On a comme indicateur de performance que la moitié de nos programmes puissent bénéficier à des femmes. Voilà. Donc on est sur la parité, on n'est pas que sur les femmes, on croit beaucoup à la diversité. On n'est pas en train de dire il faut que des femmes, on est en train de dire important d'avoir des équipes diverses, paritaires et multiples dans les compétences, dans les profils et dans les origines. Voilà. Très important. Alors l'Afrique aujourd'hui a des objectifs bien clairs. D'ici 2030, on aura environ plus de 250 millions d'emplois qui vont nécessiter des compétences numériques. Est-ce qu'aujourd'hui l'objectif que s'est fixé l'Afrique et par rapport au travail que vous faites au quotidien, est-ce que c'est quelque chose de faisable ? Alors, c'est un vrai challenge. On voit beaucoup de startups sur le continent qui proposent ce qu'on appelle des EdTech, donc des solutions
pour se former à distance et de manière agile. Ce qui est très intéressant, il y a un vrai challenge en Afrique qui ne concerne pas le Rwanda, parce que les talents au Rwanda restent au Rwanda, parce qu'ils y voient des opportunités. Quel type de challenge dont vous faites allusion? Alors, le challenge pour se former, c'est d'abord, quand je suis une femme notamment, de oser aller vers les métiers de la technologie. Et c'est encore plus vrai quand je veux entreprendre. Il y a beaucoup de femmes scientifiques en Afrique, beaucoup. Et quand on fait appel à ces femmes qui travaillent sur de la technologie ou des sciences, il y a beaucoup de jeunes filles, et notamment parce qu'il y a beaucoup de programmes en fait, à l'école, dans de plus en plus de pays, qui vont promouvoir les femmes dans ce qu'on appelle les sciences de la technologie et des mathématiques. En revanche, quand il faut entreprendre, trop souvent, en fait, les programmes ne sont pas adaptés aux contraintes auxquelles vont faire face les femmes, des contraintes familiales ou même des contraintes... elles ne se voient pas partir 6 mois ailleurs et quitter leur pays et leur foyer pour aller créer une entreprise. Donc il faut pouvoir adapter les programmes aux réalités des femmes. Peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut faire allusion déjà à un programme que vous avez lancé il y a quelque temps avec le fonds Fusée? C'est un programme notamment dont le Rwanda a été parmi les bénéficiaires en tout cas de la première heure. En quoi consiste déjà ce programme pour notre audience et quels sont les critères pour y avoir accès ou en bénéficier? Alors, le programme Fusée, c'est un dispositif de financement de petits tickets, donc de 20 à 50 000 euros, pour passer de ma première idée technologique à ce qu'on appelle un minimum viable product, c'est-à-dire un produit qui tourne déjà au niveau technologique. Les critères pour pouvoir... déjà, vous pouvez aller sur la plateforme, c'est très bien expliqué, c'est une interface agile, donc fusée.digitalafrica.co. Et pour pouvoir bénéficier de ce financement, vous devez être un entrepreneur du continent, donc de la nationalité du continent, opérant dans un pays francophone, parce qu'il y a une vraie disparité de financement entre l'Afrique francophone et anglophone au niveau de l'amorçage. Donc pour le moment, c'est... On voit quand même les pays anglophones en avance par rapport aux pays francophones. C'est 5 pays qui trustent plus de 75% de tous les financements pour les startups. Donc c'est important de pouvoir rééquilibrer les opportunités. Et enfin, le dernier critère, c'est d'avoir une solution technologique qui apporte une vraie innovation et qui va améliorer la vie des populations. Puisque nous, qui apporte des solutions par rapport aux besoins, aux challenges que peuvent rencontrer les gens dans leur vie quotidienne, parce que tous les challenges que rencontre le continent, il y a les solutions qui existent déjà sur le continent et les talents sont là. Donc en fait, nous, notre ambition, c'est de contribuer à donner les moyens en compétences, en données, en financement et en visibilité aux talents africains qui sont là et qui ne demandent qu'à déployer des solutions au bénéfice de leur communauté. C'est très important parce qu'en Afrique, la particularité, c'est que les leaders souhaitent être utiles à leur communauté grâce à la technologie. Donc c'est vraiment puissant. C'est l'alliance entre un leadership conscient et la technologie pour améliorer la vie dans ma communauté. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Isadora Bigourdan, vous êtes secrétaire générale de Digital Africa et surtout vous travaillez pour la promotion de nouvelles technologies et notamment les startups sur le continent africain et en particulier pour ce qui est des pays francophones. Merci beaucoup d'être passé dans le studio. Merci beaucoup Eddy, merci de m'avoir accueilli. Voilà. Tout à l'heure, après le jingle, on va aller en international. Bien voilà, en page internationale, nous allons voir avec vous l'État d'Israël qui a pris la décision par une lettre adressée à Sa Majesté Mohamed VI de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Avec nous depuis Cotonou, nous sommes avec Laurent. Est-ce que vous nous recevez, Laurent ? Oui, bonsoir Eddy, je vous reçois très très bien. Voilà, Laurent, avez-vous été, déjà comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Ça a été une surprise, vous avez vu ça arriver. Déjà, on sait qu'Israël et le Maroc, ça va faire un peu plus de 3 ans que les deux pays en tout cas connaissent un réchauffement des relations. Est-ce qu'on voyait déjà cette reconnaissance du Sahara arriver aussitôt?
Bon, je ne dirais pas que c'est arrivé aussitôt, mais je crois que c'était de l'ordre normal des choses que Israël reconnaisse peut-être la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. D'abord, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que le Sahara occidental, c'est un territoire de 266 000 km² au nord-ouest de l'Afrique. Et donc, il faut préciser que ce territoire est bordé par la province marocaine de Tafaya et puis au nord par l'Algérie et au nord-ouest par la Mauritanie. Donc, il faut préciser que ce territoire créé déjà le 14 novembre 1975, il y avait des tensions autour. Déjà, il faut rappeler qu'en 1975, par rapport à un avis consultatif de la Cour internationale de justice, il est clairement dit qu'il y avait des liens d'existence, en tout cas historiques, des liens historiques entre le Maroc et les populations du Sahara occidental. Et d'ailleurs, plus loin, ça a été prouvé qu'il y a des tribus de l'État du Sahara occidental qui faisaient allégeance au sultan du Maroc. Et je rappelle que le 6 novembre 1975 déjà, et le roi Hassan II avait organisé ce qu'on appelait la Manche verte pour montrer leur appartenance, en tout cas leur autorité sur ce territoire. Mais il faut attendre le 14 novembre pour montrer que l'Espagne, qui avait une souveraineté sur ce territoire, a dû signer avec le Maroc et la Mauritanie les accords de Madrid qui permettaient le partage du territoire. Donc, quand on regarde tout ça aujourd'hui et quand on voit que les États-Unis avaient déjà commencé par reconnaître l'autorité, la souveraineté du Maroc sur ce territoire, et quand on voit maintenant l'Israël qui entre dans le jeu, d'ailleurs, ça participe de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël aujourd'hui, je crois que ça ne devait pas être une surprise parce que déjà, quand on remonte dans l'histoire, on comprend que le Maroc avait déjà une avancée sur ce territoire. Il faut préciser que ce territoire, 80% de ce territoire est contrôlé par le Maroc, 20% par la République du Sahraoui. Donc, quand vous voyez tout ça aujourd'hui, reconnaître la souveraineté de l'État du Maroc, du Royaume du Maroc sur ce territoire, en fait, ne devait pas surprendre. Alors, on sait, tout à l'heure, vous avez évoqué les États-Unis, déjà à l'époque de Donald Trump, qui avait reconnu la marocanité du Sahara. Mais on sait déjà la relation très, très proche des États-Unis et Israël. On s'est dit pourquoi Israël a pris beaucoup de temps avant de reconnaître ça. Mais à cela s'ajoute également la question de savoir, ça c'est une victoire diplomatique pour le Maroc, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'Israël a gagné en contrepartie, Laurent? Non, écoutez, quand vous regardez le Sahara occidental, ce n'est pas un territoire pauvre. Et donc, en réalité, c'est une question d'enjeu. Et quand les États-Unis proclament la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et que Israël prend du temps avant de se décider, c'est de façon stratégique parce que c'est une question d'intérêt. N'oubliez pas que sur ce territoire, vous avez du phosphate, vous avez du pétrole, vous avez du fer. Donc, il y a des ressources du sous-sol qui, en réalité, peuvent profiter à telle ou telle partie je prends Israël, Maroc et d'autres pays. Et d'ailleurs, quand vous voyez un peu, vous évoluez plus loin, vous allez voir que le roi du Maroc dit que la qualité des relations avec les pays dépendra en réalité du positionnement de chaque pays par rapport à cette situation qui prévaut entre le Maroc et le Sahara occidental et d'autres pays. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Israël a pris peut-être 3 ans pour prendre la décision qu'il faut, mais Israël certainement a étudié certains paramètres en tenant compte d'un certain nombre d'enjeux avant de prendre la décision. Et d'ailleurs, vous voyez Netanyahou qui annonce l'ouverture d'un consulat sur ce territoire pour se rapprocher beaucoup plus du Maroc. Alors, Laurent, il y a quand même, il faut se rendre compte, les mots du souverain marocain Mohamed VI, quand il dit que la nature des relations diplomatiques avec les pays amis seront également définies ou seront en tout cas lues par un prisme de leur approche et surtout de leur compréhension de la question du Sahara. C'est aussi clé, c'est aussi important dans les relations du Maroc avec l'international? Vous savez, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. C'est tout simple. Et donc, tout pays qui va s'aligner derrière
les adversaires du Maroc sur cette question du Sahara occidental seront considérés comme ennemis adversaires du Maroc. Et donc, en fait, il faut comprendre clairement ce que dit le roi du Maroc. C'est tout simple. Aujourd'hui, les États-Unis ont reconnu notre souveraineté, Israël a reconnu notre souveraineté, et d'accord, mais il y a des pays qui hésitent à reconnaître leur souveraineté. Et d'ailleurs, vous voyez, je vous ai dit, le Sahara occidental, c'est partagé par beaucoup de pays, pratiquement une dizaine de pays. Il y a l'Algérie, il y a l'Espagne, il y a, comment vous appelez, la Mauritanie. Et donc, tous ces pays aussi, à un moment donné, veulent contrôler ce territoire. Mais quand on regarde les liens historiques entre les tribus du Sahara occidental avec le Maroc, on est en droit de penser que ça devrait être un territoire des Marocains. C'est vrai que c'est 80% qui contrôlent et 20% par la République du Sahraoui. Mais aujourd'hui, c'est une question d'enjeu. Je vous ai cité les richesses qu'on pourrait retrouver du côté du Sahara occidental. Et donc, ça devient une question d'enjeu, une question d'intérêt. Donc, certains pays pourraient arriver à s'aligner derrière l'Espagne ou la Mauritanie ou d'autres pays. Et c'est peut-être pour ça que le roi dit clairement quiconque, en tout cas, la qualité de nos relations avec les autres pays sur le plan diplomatique dépendra de la position, clairement, de chaque pays par rapport à cette situation. Peut-être pour terminer, Laurent, c'est très important. Nous savons qu'en Israël, il y a le Premier ministre, c'est vrai, qui a adressé la correspondance à Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, mais quand même, pour que Israël reconnaisse ça en tant que gouvernement, c'est très important que le Parlement aussi y mette du sien. Est-ce qu'on a remarqué, par exemple, la visite récente du président de la Knesset, donc le Parlement israélien, Amir Ohana, on peut dire que c'est un processus qui ne devrait pas tarder et qui ne devrait pas rencontrer de blocage dans le processus. Est-ce que c'est déjà acquis pour le Maroc ? Je dirais que c'est acquis pour le Maroc en ce sens que vous savez que j'ai parlé d'enjeux. Et en quel terme d'enjeux, les pays en réalité arrivent toujours à protéger leurs intérêts. Donc, quand vous allez au Parlement israélien, la Knesset, en fait, ils ne diront pas autre chose si, en réalité, les intérêts de leur État, l'État d'Israël est en jeu, ils sont en jeu. Et donc, je ne crois pas qu'il y aurait de surprise. Ça passera pour moi, en tout cas à mon avis, comme il est à la pause, parce que c'est une question d'enjeu, parce que reconnaître la souveraineté du Maroc sur ce territoire, c'est aussi profiter des relations, en tout cas, dans la dynamique de la normalisation des relations avec le Maroc. Ça permettra aussi à Israël de faire des affaires avec le Maroc sur ce territoire et bien désormais avec le Maroc en général. Donc, je crois que ça ne devrait pas poser problème. Vous avez bien fait de rappeler que le président du Parlement, il a été clair quand il le dit comme ça. Et quand on regarde un peu ses liens, sa proximité avec Netanyahou dans une certaine mesure, on peut s'assurer que oui, ça passera aussi facilement. Et voilà. Merci beaucoup pour ce décryptage. Je rappelle qu'il s'agissait donc de Laurent Tenguenikes. Il est journaliste et analyste politique qui intervenait depuis Cotonou au Bénin. Et c'est donc par cet élément que nous mettons un point final à notre édition, la grande édition à la télévision rwandaise. Merci beaucoup pour votre fidélité et surtout grand merci à toutes les équipes au niveau de la régie, conduite par Janvier Mourenzi Karangwa et à mon nom propre. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.